Peux-tu croire que, dans l'un des pays les plus développés du monde, il existe un endroit où les gens prient, travaillent et même vivent dans des espaces qui ressemblent à des grottes, et qu'il existe aussi un terrain de golf sans un seul brin d'herbe où les joueurs doivent apporter leur propre tapis pour pouvoir frapper leurs coups? Ça paraît absurde, mais ici, c'est le quotidien. Aujourd'hui, le voyageur galant t'emmène à Coober Pedy, en Australie, une ville entière construite sous terre, pleine de secrets, de traditions et d'un mode de vie qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et toi, tu ne rates aucune de nos prochaines vidéos. Coober Pedy se trouve dans l'Outback australien, en Australie du Sud. Une petite ville d'environ 3000 habitants, perdue loin des côtes et des grandes métropoles. La grande ville la plus proche, c'est Adélaïde, la capitale de l'État, à environ 850 km plus au sud. Autour de Coober Pedy, pas de forêt ni de rivière, juste un paysage sec, des collines basses, de la terre rouge et beige et un ciel immense, presque toujours sans nuages. En été, la température peut dépasser 40-45 degrés. Dans les pires journées, on atteint les 50 degrés à l'ombre. Ce n'est pas juste, il fait chaud, c'est dangereux. Dans ce climat, une maison classique à la surface est un cauchemar. La climatisation tourne presque tout le temps et la facture d'électricité explose. Les habitants finissent par se dire « Si vivre à la surface est insupportable, alors il faut s'installer en dessous ». Il y a plus de 100 millions d'années, ce désert était recouvert par une mer intérieure, une immense étendue d'eau au centre de l'Australie. Au fond de cette mer, la boue et le sable s'accumulaient. Ces sédiments contenaient beaucoup de silice. Quand la mer a reculé, l'eau a disparu, mais les couches de sédiments sont restées. Pendant des millions d'années, des eaux souterraines ont circulé dans ces roches. Chargées en silice, elles se glissaient dans les fissures et les cavités. La silice se déposait doucement. Petit à petit, des opales se formaient. L'opale, c'est une pierre fascinante, claire ou sombre. Elle joue avec la lumière et montre des reflets verts, bleus, rouges, comme un arc-en-ciel emprisonné. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on prêtait des pouvoirs à l'opale. En Europe, on disait qu'elle pouvait rendre invisible. Selon la légende, il suffisait de l'envelopper dans une feuille de laurier fraîche. Un être créateur serait descendu sur terre en marchant sur un arc-en-ciel. Là où ses pieds touchaient le sol, les pierres prenaient toutes les couleurs du ciel. Ainsi seraient nées les opales. Ce trésor minéral enfoui sous un désert brûlant, c'est lui qui va attirer les humains dans cette région perdue. En 1917, un groupe de prospecteurs explore l'intérieur du pays. Ils cherchent de l'or. Parmi eux, un garçon de 14 ans, Willie Hutchison, qui accompagne son père et 2 partenaires. Ils installent un camp dans cette région aride. L'or ne se montre pas, l'eau se fait rare. Un jour, Willie décide de partir chercher de l'eau, seul, malgré les consignes. Il marche trop loin et se perd dans le paysage désertique. La nuit tombe. Mais plus tard, Willie revient au camp, épuisé, mais vivant, et avec quelque chose dans les poches. Ce ne sont pas des pépites d'or. Ce sont des morceaux d'opale, des pierres qui brillent avec des reflets incroyables, des couleurs comme celles d'un arc-en-ciel piégé dans la roche. Willie dit aussi avoir trouvé de l'eau dans les environs. De l'eau douce, une ressource rare et précieuse dans cette zone. La nouvelle se répand. Très vite, des mineurs et des aventuriers arrivent de partout. Autour du camp de Willie, des tentes apparaissent, puis des baraques en tôle, puis des petites mines improvisées. La future capitale mondiale de l'opale est née. Au fil des années, la ruée vers l'opale s'intensifie. On creuse de plus en plus de trous, des puits, des galeries, des tunnels. Après la Première Guerre mondiale, un nouveau type de mineurs arrive, d'anciens soldats habitués aux conditions extrêmes. Ils savent de manier les explosifs et ont déjà vécu sous terre, dans les tranchées et les abris. Pour eux, creuser des galeries dans le désert n'est pas si étrange. Ils se servent de leur expérience militaire pour travailler dans les mines. Certains s'installent sur place avec leur famille, mais la vie à la surface reste un enfer. Le soleil frappe fort, les abris en tôle chauffent comme des fours. La nuit, la température tombe brutalement. Peu à peu, un constat s'impose. En haut, on souffre, en bas, dans les galeries, il fait plus frais. La roche isole de la chaleur. Les mineurs se disent alors, si on peut creuser des tunnels pour chercher l'opale, pourquoi ne pas creuser aussi des pièces pour y vivre? La ville commence à descendre sous terre. À la surface, la vie est un combat permanent contre la chaleur. Sous terre, la roche devient un allié. Les premiers habitants creusent donc leurs habitations dans la colline. On les appelle des dugous, des logements creusés. Pour être solides, ces maisons se trouvent souvent à au moins 4 mètres de profondeur. À cette profondeur, la température ne bouge presque plus et reste stable toute l'année. Dehors,
il peut faire 45 ou 50 degrés. Dans le Dugou, il fait autour de 22 degrés, sans climatisation ni ventilateur bruyant. À la surface, ceux qui veulent vivre comme ailleurs perdent très cher. Ils doivent avoir des systèmes de clim partout et consomment énormément d'électricité. Petit à petit, vivre sous terre devient la solution la plus logique, plus confortable, plus économique et pour beaucoup, plus sûre. Quand tu te promènes dans Coober Pedy, tu vois surtout des collines et des tuyaux. Ces tuyaux qui sortent du sol sont des conduits de ventilation. Ils amènent de l'air frais dans les pièces souterraines et évacuent l'air chaud. Sous la surface, c'est un autre monde. Un réseau de couloirs et de pièces creusées dans la roche tendre. De l'extérieur, un Dugou peut être très discret. Parfois, on voit seulement une porte dans une paroi rocheuse et quelques tuyaux qui dépassent du sol. Mais dès que tu passes la porte, tout change. Un couloir taillé dans la roche. Des murs aux couleurs chaudes. Les pièces s'enchaînent. Chambre, salon, cuisine, salle de bain. Tout ressemble à une maison normale, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur. Certains laissent la roche apparente, d'autres recouvrent les murs d'enduit et de peinture. On met du parquet ou du carrelage, des tapis, des tableaux. Un Dugou bien aménagé peut être très confortable et surtout très silencieux. Grâce à la roche, la température reste la même presque toute l'année. Tu n'as pas besoin d'allumer la clim, même en plein été. Beaucoup de maisons sont alimentées par des panneaux solaires installés à la surface. Dans une région aussi isolée, produire sa propre électricité est presque une question de survie. Il n'y a presque pas de bruit extérieur, pas de voitures ni de voisins au-dessus. La nuit, l'obscurité est totale, aucun lampadaire, aucun néon ne passe à travers les murs. Certains habitants disent qu'ils dorment de mieux ici que n'importe où ailleurs. Autre avantage, moins d'insectes. En surface, les mouches sont partout, mais elles n'aiment pas l'obscurité et la fraîcheur. Une fois la porte fermée, tu es tranquille. Un Dugou de 3 chambres à Coober Pedy peut coûter autour de 30 000 $. Dans une ville comme Adélaïde, une maison comparable peut dépasser les 600 000. Pour quelqu'un qui accepte de vivre sous terre, c'est une opportunité énorme. Si l'on peut creuser des maisons ici, c'est parce que la roche est très tendre. On peut la gratter avec un couteau, parfois même avec l'ongle. Solide assez pour tenir, mais assez douce pour être sculptée. Dans les années 1960 et 1970, on agrandissait les logements à la main avec des pioches, des pelles et parfois des explosifs. Aujourd'hui, on utilise des machines capables de retirer jusqu'à 6 mètres cubes de roche par heure. Un grand Dugou peut être créé en quelques semaines et il y a le côté loterie. Ici, chaque trou dans un mur ressemble à un billet de loterie. Quand tu perces pour passer un câble ou ouvrir une niche, tu penses forcément à l'opale. Chaque fois qu'on creuse une nouvelle pièce, on coupe de la roche. Et cette roche peut contenir de l'opale. Une histoire très connue raconte qu'un homme installait une douche dans son Dugou. En agrandissant un coin de la salle de bain, il a trouvé une veine d'opale. Après évaluation, la pierre valait presque $1 million. C'est ça Coober Pedy. Tu peux agrandir ton salon et tomber sur une fortune. Ou creuser pendant des années sans jamais rien trouver. Cette incertitude fait partie du caractère de la ville. On vit entre la routine du quotidien et l'espoir secret de trouver, un jour, la bonne veine. Avec cette facilité d'excavation, certains ont créé de véritables demeures souterraines. Maisons avec piscine intérieure, salle de billard, salle de jeu, bar privé. Le tout creusé dans la colline, invisible de l'extérieur. Avec le temps, les habitants n'ont pas seulement creusé des maisons, ils ont creusé une ville complète. Coober Pedy rassemble des habitants d'environ 45 nationalités, venus d'Europe, d'Asie et du reste de l'Australie. Beaucoup de choses se sont donc déplacées sous terre. Des bars, des restaurants, des hôtels pour les touristes, des boutiques de souvenirs, des galeries d'art, des ateliers d'artistes. Sous tes pieds, il y a des rues invisibles, des escaliers, des couloirs, des pièces qui se croisent. Un deuxième étage de la ville caché sous tes pieds. Certains hôtels proposent même des chambres entièrement souterraines pour que les touristes puissent, eux aussi, dormir sous la roche. Dans cette ville creusée, la foi a aussi trouvé refuge sous terre. L'une des premières églises taillées dans la roche est l'église catholique Saint-Peter et Saint-Paul, à la fin des années 1960. Plus spectaculaire encore, il y a l'église orthodoxe serbe, construite en 1993, entièrement creusée dans la roche. À l'intérieur, 3 nefs de hauteurs différentes, un autel traditionnel, des icônes dans des niches. On trouve aussi une église anglicane souterraine et une chapelle luthérienne, où l'on célèbre des offices et des rencontres de la communauté. Dans une ville de mineurs, il fallait aussi un musée de mineurs. Et bien sûr, il est lui aussi sous terre. L'un des musées les plus connus est installé dans une ancienne mine d'opale. On y descend par de vrais couloirs de mine. On voit les galeries, les parois brutes, les outils utilisés par les premiers mineurs.
Les panneaux expliquent comment se forment les opales, comment les veines étaient repérées et comment on extrayait la pierre sans la casser. On peut voir des reconstitutions de logements des débuts, des pièces très simples, un lit, une table, quelques ustensiles. Le musée expose aussi des collections d'opales et de fossiles. À la sortie, il y a une boutique. On peut y acheter des bijoux avec des opales locales ou des pierres brutes. Les prix peuvent être très élevés, mais pour beaucoup de visiteurs, c'est un souvenir unique. Un morceau de ce paysage martien à emporter chez soi. Parlons maintenant d'un détail très étrange de Coober Pedy, son terrain de golf. Ici, c'est l'inverse complet des parcours classiques. Le terrain de Coober Pedy n'a pas un seul brin d'herbe naturelle. Le sol est ténu, rocheux, plein de cailloux et de poussière. Les greens ne sont pas verts, mais sombres et compactés. Les joueurs arrivent avec un petit tapis de gazon artificiel. À chaque coup, ils le posent sur le sol, mettent la balle dessus et frappent à partir de là, pour protéger leur club et éviter que la balle ne parte n'importe où à cause des pierres. La plupart des parties se jouent sous la nuit, car pendant la journée, il fait beaucoup trop chaud. On joue donc sous les étoiles, parfois avec des balles fluorescentes pour les voir dans l'obscurité. Même le nom de la ville est particulier. Coober Pedy viendrait d'une expression aborigène, souvent traduite par « trou de l'homme blanc ». Les peuples autochtones voyaient ces étrangers creuser partout, des puits, des tunnels, des galeries et même leurs maisons. Pour eux, la région devenait littéralement le trou des hommes blancs. Aujourd'hui encore, quand tu regardes le paysage autour de la ville, tu comprends ce nom. Le sol est parsemé de milliers de puits de mines, de petits monticules de gravats, de cratères. L'aspect du terrain est presque irréel. Terre rouge, ocre, rose, relief bouleversé par des années de travaux miniers. À certains endroits, on se croirait sur un autre monde, sur Mars par exemple. Les réalisateurs de films l'ont bien compris. Plusieurs productions ont utilisé Coober Pedy comme décor. Une partie de Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre, et le film Red Planet qui imagine une mission sur Mars. Coober Pedy dépend d'un immense système d'eau souterraine, le Grand Bassin Artésien, un gigantesque aquifère qui s'étend sous une grande partie de l'Australie. L'eau est pompée à distance de la ville, à environ 25 km, puis elle arrive à Coober Pedy par des canalisations. Mais on ne peut pas la boire directement, elle doit être traitée, parfois dessalée, toujours filtrée. Une partie du réseau de canalisation est ancien, il y a des fuites, une partie de l'eau se perd en route. Et il n'y a pas de subvention spéciale pour réduire le prix. Résultat, l'eau à Coober Pedy est l'une des plus chères de tout l'État d'Australie du Sud. On coupe le robinet pendant qu'on se savonne. On ne remplit pas des piscines géantes à la surface. On réfléchit à 2 fois avant d'arroser quelque chose. La végétation est très rare, quelques arbres résistants, quelques buissons adaptés à la sécheresse. L'architecture souterraine aide aussi à économiser. Moins de climatisation, moins de besoin en énergie, donc moins de pression sur les ressources. Alors, qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette ville si particulière. Et si ce voyage t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, ça aide énormément la chaîne et ça me donne la motivation pour préparer la prochaine exploration. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.